Salut à toi, fan de hockey sur glace. C'est samedi soir, c'est Backcheck XXL avec Gilles Montandon, avec Steve Huard, avec Stéphane. Bien sûr, on va revenir sur les 4 rencontres de cette soirée en National League. On parlera également d'Eric Fehr, étranger du Genève Servette. Et on parlera gros sous et notamment du salaire de Nico Hischier. Mais avant ça, Gilles, ça va être la fête à Fribourg ce soir. Alors, je pense sérieusement qu'à Fribourg, c'est vraiment un soulagement là, incommensurable. Par contre, au niveau de peut-être certains sponsors à Zoug, on est en train de se poser la question, Steve, si le move Giannoni était vraiment rentable. Moi, je trouve Giannoni très généreux. Aujourd'hui, il a donné un joli point de plus à Lugano. On va y revenir. Et puis à la Valachia, Ambry a dominé les débats contre Davos, mais a perdu le match. Dommage. Mais l'image du jour, c'est ce game-winning goal signé Desharnais qui permet donc à Fribourg de mettre 3 précieux points en banque. La joie fribourgeoise avec ce but, on va y revenir tout à l'heure, messieurs, pour cette rencontre, ce derby, face au Lausanne Hockey Club. Mais on va commencer cette soirée avec Lugano et Zoug, surtout. Alors, ces deux équipes... Bon match, deux équipes au jeu ouvert. Bien sûr. Et ce soir, ça a donné un petit score. Un petit score, oui, mais c'était deux équipes reposées, entre guillemets. C'est vrai, ils n'avaient pas joué hier soir. Pas joué hier soir. Ce que ça a donné du côté de Lugano, c'est surtout un 0-0 après 20 minutes de jeu. Et une première action qui est une charge, Stéphane. Donc c'est toi qui vas commencer à bosser un petit peu dans ce backcheck XXL, avec un 2+10 contre Klingberg, charge contre la bande. Ton avis? Écoutez, réglementairement, si vous projetez un adversaire contre la bande, c'est une charge à la bande et ça vaut 2+10. Mais la charge, honnêtement, les porteurs de la rondelle, il le pousse. C'est même pas un gros check, honnêtement. Il arrive les bras en bas, il le pousse. Le joueur est hors d'équilibre. By the book, c'est une punition. Mais là, est-ce qu'on n'est pas trop sévère? En NHL, il n'y a jamais 2 minutes pour ça. Hein? Jamais, jamais, jamais. Jamais, même pas proche. Messieurs, on n'y pense même pas. Tout le monde applaudit. Votre avis, Gilles? S'il n'y a pas la bande, il y a moins que rien. Mais il y a la bande. C'est ça. Donc, charge à la bande. À ton époque, t'en chopes combien des 10 minutes à cause de trucs comme ça? Non, là, c'était pas sifflé avant. Mais maintenant, non, on est d'accord. Mais là, manifestement, il y a quand même la bande. Voilà. Sinon, le check en lui-même, il n'y a rien. Je veux dire, c'est une poussette. C'est même pas mais proche. Simplement, effectivement, il verse dans la bande, le pauvre gars. C'est ça. Donc, là, les arbitres sont... Là, tu es le coach de Zoug. Là, tu perds un de tes meilleurs joueurs pendant 12 minutes, quand même. Ça va plus profondément que ça. Parce que... allons profondément dans le sujet. Allons profondément dans le sujet. On l'a pas vu, hein? 50 du problème vient du joueur qui prend le coup. Ta première responsabilité, c'est de te protéger quand tu as le puck. Le puck, c'est pas ta vie et ta mort. S'il y a un train de 6 heures qui arrive, lâche le puck, tasse-toi. Dans ce cas-là, le mec, on peut pas dire qu'il est sur 3... Le joueur n'est pas sur 3 appuis puis il met pas tout ce qu'il peut pour empêcher de se faire frapper. C'est épaule contre épaule. Il avait juste à se tasser un petit peu. Puis... Juste faire contrepoids. Moi, je trouve que, OK, by the book, je suis l'arbitre, je le donne aussi. Puis je comprends l'arbitre, mais quelque part, là, c'est qu'on s'en va pas vers un jeu un peu de fif, comme on dit en québécois. La problématique, c'est qu'après, est-ce que tu joues là-dessus ou pas? Tu joues avec ta santé à ce moment-là? On rajoute un peu si tu viens de faire charger, comme ça, tu sais que tu as 1 mètre de la bande? Je pose la question. C'est qui vient de charger? Il y en a qui en rajoutent. Tu as un joueur star de l'équipe adverse qui vient de charger comme ça. Tu te dis, j'en rajoute peut-être un peu à se prendre de +10. Oui, mais c'est ça ou pas? Oui, il y en a qui vont. Bien sûr qu'il y en a qui le font. C'est récurrent. Mais je suis sûr que si on pose la question, 90 des joueurs vont te dire que ce n'est pas une punition. Si on pose la question aux joueurs... Le gars, là, il n'a pas pensé se dire, OK, je vais me faire charger, il va prendre 2-10. Hein. Non, ça, c'est pas possible, ça. Hein. Le joueur, il a le puck, il contrôle, il patauge un peu. D'un coup, il y a le Klingberg, il faut savoir qu'il a un volume impressionnant. Je veux dire, suivant l'angle de la caméra, je veux dire, on voit quand même que l'autre, il verse quand même assez bien. Quand même. Donc, il est, effectivement, comme je dis, s'il n'y a pas de bande,
Il n'y a rien, mais manifestement, là, malheureusement, il y a des une bandes. bande. C'est vrai que si on enlevait les bandes, ce serait beaucoup plus... Si on était sur le lac des Taillères, il n'y a rien du tout. Mais là, sur une patinoire, le lac des Taillères, il glisse dans la rivière à côté. Attention les références géographiques, on commence là, on est parti pour une belle heure, messieurs. Quoi qu'il en soit, c'est Zoug qui se retrouve en infériorité numérique, Kingberg est sur le banc des pénalités, mais c'est Zoug qui va ouvrir le score et qui va marquer à 4 contre 5 avec, regardez, Zurkirchen. Vous voyez, c'est le puck à Romain Leffel qui va Gilles Montandon, faire un assist quasiment. Ouais, effectivement, qui va perdre le puck. Romain, il sent un petit peu la pression, il perd son puck. Et par contre, c'est très très bien joué. C'est une super passe. Alors ça, c'est un échec avant qui est réussi. Leuenberger pour le but, Albrecht pour la passe. Exactement, ouais. On voit très bien que Leuenberger, là, vraiment, il fixe le gardien et puis il vise, et il shoot et il marque. Exactement ce que dit Gilles Montandon, il dit qu'il faut faire. En supériorité numérique, Lugano qui va égaliser la plus belle moustache du championnat, Alessio Bertaggia, qui a prolongé, il a passé longtemps à Lugano, qui retrouve le chemin des filets. Steve? Ça, c'est moi qui me trompe ou c'est le genre de rebond que Giannoni ne donnait jamais la saison dernière. Jamais tu voyais Giannoni donner un rebond aussi sur un tir comme ça devant son filet. Jamais on voyait ça la saison dernière. Il a voulu se ramener le puck avec sa crosse, là, on l'a vu. Cette saison... Bon, Gilles, Giannoni, ton avis sur Giannoni? Moi, je trouvais que la défense de Berne la saison passée était exceptionnelle. Elle aidait énormément. Et là, il est un petit peu plus mis à contribution. Et manifestement, jusqu'à aujourd'hui, il n'est encore pas à la hauteur des événements. Pas à la hauteur des événements. Et c'est surtout Lugano qui va s'imposer en prolongation. Rien ne sera marqué dans cette troisième période. On est en overtime. Et c'est bien Lammer, l'ancien joueur de Zoug, qui va pouvoir crucifier Leonardo Giannoni justement pour ce succès de Lugano, qui va pas si mal que ça cette saison. Qu'est-ce que Giannoni est allé faire derrière la cage? Je ne sais pas. Il avait hâte de s'en aller chez eux. Il avait hâte de rentrer à la maison, ouais, je ne sais pas, mais non, là, c'était pas une bonne sortie, non? Ben, moi, je pense que ça, c'est une erreur de jugement de la part du gardien. À 3 contre 3, tu veux que ton gardien sorte, mais tu veux que ton gardien sorte quand il y a zéro pression. Donc, ça veut dire que tu veux pouvoir l'utiliser comme un troisième défenseur pour la relance, etc. Mais dès qu'il y a de la pression, tu lui dis reste dans ton filet, puis on va créer des batailles derrière le filet au pire. Mais dans son cas, lui, il a pris une initiative que si ça arrêtait un autre gardien avec un autre nom dans le dos, on serait 4 autour de la table c'est un touriste, à le pointer du doigt. Ouais. Et là, ça vient de coûter un point. Il est à 92 % quand même ce soir. Deux buts accordés en 25 shoots. Zurkirchen, 96-67. Zurkirchen, on l'a vu faire plusieurs bons arrêts. Et les spectateurs de Lugano étaient sarcastiques avec lui au début de l'année parce qu'on sait que les joueurs du match, c'est voté par le public sur Internet. Puis, à la suite de quelques mauvais matchs, on avait été sarcastique, mais il ne fait pas un si mauvais job que ça, Zurkirchen. C'est pas un grand numéro 1. Alors, puis on peut peut-être mentionner que ce soir, puisqu'on parle des gardiens, c'est le seul match où les premiers gardiens étaient dans la cage. Ah, ils n'ont pas joué hier. Ils n'ont pas joué hier. Mais tous les autres matchs, donc les 3 autres matchs, c'était 6 équipes qui avaient joué hier soir. On a changé de gardien. Alors, les gardiens, on voit ça en NHL aussi avec Carey Price à Montréal. Les gardiens ne peuvent pas jouer 2 matchs en 24 heures. Ils sont trop fatigués? Moi, ça me sidère. Moi, je ne comprends pas ça. C'est systématiquement 2 matchs en 24 heures et fatigué. Dernay a joué 25 minutes hier soir, on a joué 24 aujourd'hui. Pas fatigué, lui? Non, mais c'est plus dur, c'est pour le focus. J'ai vraiment de la peine avec ça, qu'on mette systématiquement le deuxième gardien, c'était Boltzhauser contre le petit Weber. Oui. Caminada. Caminada était dans le but encore. Après, est-ce qu'il y a un numéro 1 à Berne? C'est une autre question. Bien, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dérange. On joue pas... En NHL, on dit 82 matchs de championnat. Quand on voyage, c'est des longs voyages, etc. Les voyages en avion en première classe, on est d'accord, jet privé, mais il y a une accumulation des matchs. On ne veut pas qu'un gardien fasse 4 matchs durant la semaine. Mais ici, en Suisse, ça n'existe pas 4 matchs durant la semaine. Votre avis, Gilles? Oui, j'espère juste pas que ce soit le gardien qui demande un day off le lendemain d'un match. Mais ça, c'est probablement le staff technique qui se rend compte puis qui font un pseudo-coaching en se disant que ça va être probablement mieux de mettre le deuxième gardien pour pas que le premier gardien ait 2 matchs en 24 heures.
C'est les coachs de gardiens qui disent Bon, peut-être qu'on veut simplement passer le flambeau gentiment à la haute génération, parce que Berra, c'est ce qu'on dit, c'est que la jeune génération doit être dans le but. Van Polterberg, il a 22 ans, il ne peut pas garder 2 matchs en 24 ans. On a mis Ashleyman qui a gardé. Temps mort sur le corps Berra, là. Temps mort. Weber, l'année prochaine, il n'est plus à Fribourg. Ouais. Soit Berra est plus à Fribourg, soit Weber est plus à Fribourg. Ouais. Mais comme le contrat de Berra qui ont signé est tellement énorme, personne ne va vouloir reprendre ce contrat-là avec le début de saison de Berra. Non. Donc, ça va être Berra qui va rester? Berra va rester, puis Weber va aller. Tant mieux pour le jeune Ludovic. Ça lui permet d'augmenter sa valeur parce que depuis le début de la saison, il joue bien, etc. Mais continuez de le faire jouer. Vous avez 3 ans à vivre avec le gars que vous assisez sur le bout du banc. C'est ça. Ce qui est plus étonnant, en plus, c'est que c'est Weber qui joue à domicile, finalement, ce soir face à Lausanne. Et puis, c'est Berra qui a joué à la veille du côté de Davos, Gilles. Je sais pas, vous êtes sponsor, vous mettez beaucoup d'argent, les fans aussi, vous attendez à voir le meilleur gardien jouer plutôt à domicile qu'à Davos? Oui, ben votre meilleur gardien, dans votre meilleur gardien, il y a meilleur. Et momentanément, je pense que Ludo est meilleur que Berra. Donc après, il se pose une question, le match suivant. Vous mettez qui dans votre goal? On s'est posé cette question-là il y a 2 semaines en arrière et on est revenu avec Berra parce que Berra, c'est un gars, c'est le plus haut salarié, il a tendance à faire la baboune, comme on dit, s'il ne joue pas, puis tu dois vivre avec pendant 4 ans. Donc le gars, s'il commence à faire la gueule sur le banc, tu te le tapes pendant 4 ans, un gros salaire. Non, mais c'est comme à NHL, tu as le premier gardien, il a la cage, à moins qu'il te fasse... Tu l'as signé pour 3 ans, tu lui as donné énormément d'argent, tu vis et tu meurs avec. Et le mec qui lui a donné son contrat, là, il est derrière le banc. Je pense aussi. Donc il veut justifier son investissement. Mais si on va avec le momentum, le petit bébé... Ludo dans le goal. Ludo dans le goal. La logique. Ben tiens... L'ami Ludo, on vient d'en parler. Ludovic Weber, Bolshauser, puisqu'on va parler maintenant du match entre Fribourg et Lausanne. Fribourg battu la veille, Lausanne battu aussi. Hein, et Fribourg qui va bien entamer cette partie pendant 20 minutes avec cette ouverture du score signée Stolberg, Rossi semble être dévié, en tout cas le puck semble être dévié, Gilles. Mais c'était un bon premier tiers de la part de Fribourg. Oui, Fribourg, j'ai l'impression, comme à l'accoutumée, c'est une équipe qui travaille. Elle n'est pas toujours performante, mais elle a au moins ce mérite-là, c'est qu'elle bosse. Et on parlait, pour marquer des goals à Fribourg, il fallait systématiquement masquer les gardiens. Et là, il y a 2 joueurs qui vont quasi dans l'axe du shoot, masquer la vue du gardien. Et c'est des goals qui sont relativement assez simples à marquer comme ça. La question qu'on peut se poser, il y aura 1-0 après 40 minutes de jeu. Steve, le Lausanne Hockey Club, battu la veille, mené à 1-0, marqué pas de but au 2e gardien de l'équipe adverse pendant 40 minutes de jeu. C'est un peu soft, vous êtes un peu le sentiment que cette équipe, c'est comme si la vitesse supérieure, là, ils l'ont pas forcément trouvé. C'est encore une fois ce qu'on disait au début de l'émission, c'est une équipe qui apprend à être un leader du championnat. Ils apprennent à être bons, on dirait. C'est une équipe qui a... Moi, je crois qu'il y a des gros soucis de motivation et de confiance dans cette équipe-là. C'est pas tactique, c'est pas technique, c'est au niveau de la confiance des joueurs. Il y a 3... Moi, je pense qu'au niveau des attaquants, le groupe de 9 que Lausanne a, c'est le meilleur groupe de 9 de la Ligue. Moi, je pense aussi. Ces joueurs-là devraient être capables de dominer, mais... Soir après soir. Soir après soir. On parle de beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience en AHL, en Amérique du Nord, qui ont dominé la ligue dans laquelle ils jouent présentement. C'est la 2e équipe la plus expérimentée du championnat. Et il y a du talent à Lausanne. Là. On ne parle pas du Lausanne d'il y a 2 ans ou même du Lausanne de l'année dernière. Lausanne, maintenant, c'est 3 blocs. C'est un dynamo offensif. Et tu sais pas... On dirait qu'avant chaque match... Il lance une pièce dans les airs, puis quelle Lausanne on va avoir ce soir? Jeffrey, ce soir, 22 minutes de temps de glace, c'est énorme. Jeffrey, Vermin, Berchi, premier bloc. Hier soir, on ne les a pas vus, ils ont marqué à 5 secondes de la fin. Ce soir, on ne les a pas vus non plus, parce qu'ils sont déjà... Jeffrey, un joueur que j'adore, un gars que j'adore, il connaît vraiment une saison compliquée. Il a marqué des buts un peu... Il est en négociation de contrat, il arrive en fin de contrat, mais là, sa valeur, elle ne monte pas sur le marché. Est-ce qu'il est perturbé par ça? Il y a des bruits qui disent que oui. Yunland arrive en fin de contrat aussi, toujours pas signé.
Est-ce que ça dérange? J'en sais rien. Il y a des gros contrats qui ont été signés à Lausanne, hein? Des très gros contrats. Évidemment, on n'a jamais les chiffres, et c'est toujours le secret, mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui gagnent plus de 500 000 francs à Lausanne. Tant mieux si Lausanne devient... Ils ont des revenus, et c'est un secret de Polichinelle, mais tant mieux si Lausanne est venu un grand club, un grand joueur, puis on peut attirer des joueurs et des gros salaires. On en est rendu là. C'est pas négatif ce que je dis. Mais là, ces gars-là, ils veulent leur part du gâteau, et puis peut-être que ça devient un élément... les joueurs suisses de Lausanne gagnent beaucoup d'argent, donc peut-être que les étrangers sont... Ça peut être un élément perturbateur. Ouais, ça devrait pas. Il y a du temps encore. Si franchement, c'est qu'une histoire comme ça, on est d'accord. Il y a du temps. Vu la valeur... Oui, d'accord, mais là, t'es quand même... t'es pas à 2/3 du championnat, Gilles. Non, mais je suis d'accord. On n'est pas en train de paniquer à 5 jours des playoffs. Non, on est bien d'accord. Mais moi, je pense que depuis le début de la saison, ça reste, comme on le dit à peu près à l'unisson, moi, ça reste poussif quand même, cette équipe. Et puis, on a dit au début de saison, avoir autant de bons joueurs dans ton équipe... Le coaching, il devient compliqué, hein? Parce que tu dois en donner à peu près à tout le monde. Les joueurs en veulent toujours plus. C'est pas évident. Après, il y a les égos, il y a... Capitaine sur le 4e bloc aussi. Compliqué, quoi. Capitaine sur le 4e bloc, oui. Messieurs, on va revenir au match parce que c'est pas terminé 1-0, hein, quand même. Il y a un troisième tiers plus débridé avec les punitions, notamment qui en est les buts. Mais avant ça, le petit bijou de passe d'Elner pour Aaron, Stéphane. Elner, c'est sa passe de l'année. Regardez Elner qui n'est pas réputé pour être un défenseur offensif avec des mains. La passe levée, messieurs, levée depuis la ligne rouge des buts sur la canne d'Aaron qui a roulé les deux défenseurs dans la farine. Qu'est-ce qu'il faisait là? On ne sait pas, mais il était là. Mais Elner, il est allé d'une passe de haut niveau. Ouais. Puis Aaron entre les jambes. Aaron, c'est un très, très bon marqueur. C'est un joueur qui a beaucoup de skills. Il est très talentueux. Il y avait de la volonté du côté de Fribourg-Gotteron. Gilles Montandon, c'est Kylian Motet qui va, après cette scène digne de Morgarten, pouvoir finalement redonner l'avantage à Fribourg. Le mec qui a eu 4, 5, 6, 7, 8 occasions. On se demandait s'il voulait rentrer avec le puck dans le but. Effectivement, là, le goal est assiégé. Et on voit très bien, c'est que Kylian, on va le voir, il est quasi dans la zone du gardien. Là, il arrive gentiment. Après, il reste là, il ne voit pas tellement ce qui se passe. Il ne s'énerve pas. Il fait un pas en arrière, là, tout tranquillement. Il reçoit le puck et il met ça dans le goal. Voilà, quand on disait qu'il faut rester calme autour du goal quand on veut marquer. Et Lausanne qui retrouve son efficacité en powerplay au meilleur des moments, 51e minute de jeu. Aaron, une nouvelle fois, pour le doublé et surtout l'égalisation. Un bon wrister, un bon tir poignet au-dessus de l'épaule du gardien. Mais le tir était puissant. Hein? Il n'a pas fait un gros... Il n'a pas été très loin derrière, puis elle sortait vite. Hein? Par contre, Valzer qui freine avant d'être dans l'axe du shoot, il aurait pu se permettre quand même d'aller avec les jambières et d'aller glisser devant le shoot. Ça, voilà. Ça aurait été une option. Ça aurait été une option possible de bloquer un shoot sur la 50. Calmons-nous avec les options. Là. On va revoir le game-winning goal quand même, marqué par David Desharnais pour Fribourg-Gotteron. Et celui-là, finalement, il fait du bien à Fribourg, mais il fait du bien aussi à Desharnais, certainement, Stéphane. Écoute, c'est la délivrance de tout un peuple, il faut le dire. Écoutez, là, Fribourg va pas bien, c'est tout le peuple qui tousse à Fribourg, tout le canton qui va mal, les gens ne sourient plus. On vendait plus de bière. Oh là. Mais là, c'est le soulagement. On bat à Lausanne à la maison, un but de Desharnais qui a joué encore... bonne petite passe de Kiki Motel. Hein? Ouais, et puis un shoot sur le goal de Führer, pas trop fort, mais simplement un peu entre les poteaux, il allait vraiment se rendre au goal. Et c'est vrai qu'un petit jeu comme ça, un petit jeu sur le côté, passe latéral. Stahlberg et Desharnais ce soir, 23-40 pour Desharnais, 22-18 pour Stahlberg. C'est Gunnarsson qui a joué le plus à 24-25. Voilà, donc il doit être... Desharnais, une chance qu'il reste pas trop loin de la patinoire. On l'a vu, il a dit qu'il peut jouer avec ses enfants l'après-midi et tout ça, parce que s'il restait loin de la patinoire comme il vient en vélo, il serait encore plus fatigué. Hein. En tout cas, il y aura tout le dimanche, parce qu'on a une heure de plus de sommeil pour récupérer tout ça. Beaucoup de place. Messieurs, des réactions évidemment à l'issue de cette rencontre. On va tout d'abord écouter du côté de Fribourg-Gotteron la réaction d'un certain Jérémy Camerzin. Jérémy Camerzin, victoire à domicile contre Lausanne. Ça fait du bien, j'imagine, après la déconvenue de Davos hier soir. Oui, je ne sais pas si on peut parler d'une grosse déconvenue non plus. Je pense hier, on a déjà fait un bon match quand même dans l'ensemble. On avait mis les bases pour ce soir et on a réussi à corriger certains détails qui nous ont permis ce soir de l'emporter, contrairement à hier soir. Quels sont ces détails, justement ? Je pense qu'on a été plus opportuniste devant notre goal. Notre power play a pris plus de momentum. Notre box play était meilleur aussi. Donc à la fin, c'est ces petits détails qui font chaque fois la différence. Merci beaucoup.
3 points en banque du côté de Fribourg, mais deuxième défaite de suite du côté du Lausanne Hockey Club. Écoutons tout de suite Joël Vermine. Joël Vermine, défaite à Fribourg après celle concédée à domicile contre Zurich hier. C'est la première fois que Lausanne ne fait pas de points cette saison sur un week-end. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Mais bien sûr, la Ligue, c'est vraiment tout prêt. Et puis là, il faut prendre tous les points que tu peux prendre. Et puis là, aujourd'hui, c'est dommage. On n'est pas venu pour gagner, on est juste venu pour jouer un peu. Ouais, c'est vraiment dommage parce que Fribourg nous a laissé revenir 2 fois. Et ouais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu prendre des points ce soir. Peut-être un point positif à tirer de cette défaite, c'est que vous aviez à nouveau marqué en powerplay, chose qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. Oui, je pense peut-être que c'est vraiment la seule chose qui est vraiment positive ce soir. On a pu marquer de nouveau au powerplay, ça fait du bien. Ouais, ça, il faut prendre pour les prochains matchs. Et puis, ouais, toutes les autres choses, il faut vraiment travailler parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. Merci Joël. Voilà pour cette réaction. Oui, Stéphane? C'était le deuxième but de Lausanne dans les 31 dernières occasions en powerplay. Oui, il y aura de la vidéo, puis il y aura du boulot, en effet, sur la glace. Ça, c'est évident. Mais si on va marquer une pause dans cette soirée de National League pour aborder notre gros thème de discussion de la soirée, on va parler salaire, on va parler de NHL, Stéphane, parce qu'on a appris, il y a quelques jours déjà maintenant, combien valait, ou en tout cas combien allait gagner un certain Nico Hischier, bien sûr. Ben, Nico Hischier, il a fait un bon salarial, comme un saut en avant au niveau du salaire, comme personne. Il est passé de 925 000, c'est-à-dire le salaire minimum, le salaire d'un jeune qui a un contrat d'entrée en NHL sur 3 ans. Il est passé de 925 000. Il y a beaucoup de bonus avec ça, mais le salaire de base était de 925 000. Il est passé de 925 000 à 7,2 millions en moyenne pour les 7 prochaines années. Donc, à partir de l'année prochaine, ça va être 7,2 millions en moyenne. La question est de savoir, c'est beaucoup, c'est trop. On va d'abord regarder un petit tableau pour regarder qui, dans la Ligue, des noms connus, gagne plus ou moins 7,2 millions. Crosby, Stamkos, Draisaitl, regardez, c'est autour des 8 millions, 8 millions et demi, et c'est des gars qui font 100 points par année. Ensuite, en dessous de lui, en dessous de lui, il y aura Bergeron, McKinnon, Scheifele, Barkov. Scheifele, Winnipeg, Barkov, il joue en Floride. Et regardez, c'est des gars qui font quasiment 90, 100 points par année. Bergeron, on sait l'utilité d'un gars. Alors, Hischier, c'est 47 points la saison passée, 50 et quelques points sa première année. Il a raté quelques matchs. Disons que la somme interpelle beaucoup. Est-ce que Nico Hischier fait partie de cette gamme de joueurs dits de concession? À mon avis, non. Il a été premier du draft dans une mauvaise année de draft, on peut le dire maintenant. C'est un excellent joueur de hockey. Mais est-ce que, messieurs, j'aimerais votre avis d'abord sur ça. Puis après, on va expliquer pourquoi il a fait un bond en avant au niveau du salaire. Steve? Déjà, quand on va expliquer pourquoi il a fait un bond, ça va répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'il vaut cet argent-là? Ça n'a rien à voir avec sa valeur. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que les Devils du New Jersey peuvent trouver un centre comparable à un prix moindre? C'est le prix du marché, en fait. Il est payé au prix du marché pour un centre numéro 1 ou 2, dépendant des soirs. C'est 7 millions par année minimum pour un joueur de centre qui joue 20 minutes par match. Gilles, alors voilà, c'est les tarifs, c'est les prix. Steve nous dit, écoute, tu trouves ça cher, mais c'est les prix, c'est comme ça. Sur le marché, c'est comme ça. Tu peux aller regarder dans mon stand, c'est comme ça sera ce prix-là. On est d'accord. Maintenant, c'est un premier choix de draft. Est-ce qu'on peut vraiment solder? Est-ce qu'on peut dire à un moment ah non, mais toi, je te mets à 5 millions, quoi, à peu près, parce que tes résultats ou tes points sont comme ça, Gilles? Oui, effectivement, c'est un contrat, c'est un garçon qui a 20 ans. Et de surcroît, quand il va être à la fin de son contrat à 27, il pourra encore aller chercher, suivant toute l'historique qu'il aura fait, aller chercher 8, 9, 10. Donc, c'est un gars qui est parti pour hyper bien gagner sa vie. Mais je pense, c'est comme on le dit, c'est probablement les Devils vont construire ou construisent avec un Hischier comme premier et deuxième bloc, voire un premier bloc. Quoi. Moi, je suis content pour lui, mais ça interpelle quand même. Alors, on va expliquer pourquoi il peut passer de... Alors, en NHL, c'est pas compliqué. Quand vous arrivez en NHL, les 3 premières années, c'est maximum 925 000. C'est le entry-level contract. Hors bonus. Hors bonus. Matthews, McDavid, ils y ont tous passé. C'est comme ça, c'est le maximum. À partir de la 4e année, et pendant les 4 années qui suivent, donc l'année 4, 4, 5, 6, 7, vous devenez agent libre avec restriction.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, donc pour l'année prochaine, une équipe aurait pu offrir un contrat à Nico Hischier, aller le piquer aux Devils contre compensation. Et la compensation, elle est énorme parce que si un club avait offert 7 millions à Nico Hischier, ils auraient dû donner en compensation pour leur avoir piqué le joueur à New Jersey un choix de première, un choix de deuxième et un choix de troisième ronde dans les années à venir. Tu es en train de nous dire que selon le salaire, si tu veux aller piquer un joueur, plus le salaire sera élevé, plus tu vas devoir donner des choix de ronde pour les prochaines saisons. Plus la compensation de l'équipe pour leur avoir piqué. Mitch Marner de Toronto cette année était un joueur de concession. Il est flamboyant à Toronto. C'est un gars de 100 points par année. Il arrivait cette année à sa première année d'agent libre avec compensation. Ça a été long, la négociation. Si une équipe avait fait une offre hostile, elle avait tenté de piquer Marner à Toronto, ils auraient pu lui offrir 11 millions par année. Ils auraient dû donner 4 choix de première ronde. Donc, un prix énorme. Donc, c'est ce qu'on appelle agent libre, peut offrir ses services partout, mais il y a des restrictions. Et ça, c'est pour 4 années. Donc, 3 années d'entry level, 4 années avec compensation. Et après, quand vous avez fait 7 ans à NHL ou que vous avez l'âge de 27 ans, vous devenez agent libre sans compensation. Là, vous pouvez aller au plus offrant, comme c'est le cas ici en Suisse depuis à n'importe quel âge. Mais en fait, ça veut dire que tu cadenases ton joueur, finalement. En fait, est-ce qu'il y a des tentatives? Parce que je crois qu'il y a eu une tentative il n'y a pas si longtemps. Il y a une Canadien de Montréal. Oui, alors il y avait une loi non écrite un peu que les GM, les directeurs sportifs entre eux, ne se faisaient pas d'offres hostiles. Et cette année, Marc Bergevin, le directeur général des Canadiens de Montréal, a fait une offre hostile à un joueur des Carolina Hurricanes, Sébastien Aho, un Finlandais qui avait été repêché en 2e ronde et qui est très, très talentueux. Il lui a fait une offre hostile à 8 300 000, juste en dessous d'un seuil de salaire pour ne pas donner trop de compensation. Et évidemment, ça a obligé l'organisation de Caroline à égaler l'offre. Parce que l'équipe qui se fait piquer un joueur, qui peut se faire piquer un joueur, a toujours le droit d'égaler l'offre. Donc, ça a forcé, en fait, l'offre de Bergevin de Montréal, a forcé le GM des Carolina Hurricanes à égaler l'offre et à donner ce salaire-là à AO, alors qu'ils n'auraient peut-être pas voulu le donner. Il ne faut pas oublier dans ce cas-là, le truc important dans ce cas-là, c'est que les Canadiens de Montréal, sachant que c'est une des équipes les plus riches, les Canadiens de Montréal ne manquent pas d'argent. Ils pourraient rouler les 12 équipes de Liga ici. Puis, sans problème. Sans problème. Ils ont offert à Sébastien Aho un contrat avec un bonus de signature de 100 millions. Oui. Donc, il faisait presque pas d'argent durant ces années, mais il recevait... Un chèque au mois de juillet. Pour vous dire ça, si Anderson de Berne se fait signer cet été ou bientôt, et il reçoit des offres à gauche, à droite de 750 000, mettons 3 millions pour 4 ans. Et Lutti, pour battre tout le monde, dit... Moi, je te donne 2 millions la première année. Quand tu signes, je te donne 2 millions cash. Puis après ça, je donne 250 000 par année. Puis tu vas arriver à ton 3 millions. Donc, c'est le truc des bonnies de signature versus le salaire. Donc, le joueur touche, McDavid, par exemple, ou Matthews touche presque l'entièreté de leur salaire. À la signature. À la signature. C'est 14 millions un chèque au mois de juillet, puis après, c'est 700 000 durant C'est juste pour dire qu'ils sont payés. C'est l'argent de poche, c'est juste pour les assurances accidents. Mais, donc, voilà. Tu es en train de nous dire que finalement, le plafond salarial, c'est des peanuts pour les clubs riches? Parce ils doivent le respecter, mais puis ils peuvent le répartir sur le nombre d'années qu'ils veulent, en fait. Les équipes qui ont du cash flow, les équipes comme les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York, les Red Wings de Chicago, Boston, c'est des équipes hyper riches. Là. Les Canadiens de Montréal vendent 100 millions en maillots par année, probablement. C'est ça. Donc, c'est pas le moins qu'on brille. En fait, ça a coincé Caroline. Non seulement ils ont dû offrir un go... eux, ils sont en général en dessous... bien en dessous du cap salarial. C'est une équipe qui n'a pas tant d'argent. Il y a un propriétaire milliardaire, mais ça a obligé Caroline à sortir beaucoup d'argent en amont. Donc, finalement, ça a mis de la pression et ça n'a pas été très apprécié. Mais ce qui est intéressant maintenant dans la nouvelle NHL, c'est qu'à l'époque, les joueurs qui arrivaient ils devenaient agents libres avec restriction, on leur offrait ce qu'on appelait un contrat pont. C'est-à-dire que Carey Price, Piquet Souban ont fait la grève à Montréal parce qu'ils voulaient avoir plus. Mais en fait, le joueur est un peu coincé avec restriction. Il peut offrir ailleurs, mais s'il n'a pas d'offre. Mais maintenant, les joueurs vedettes dits de concession, et Ishii en fait visiblement partie, on leur offre déjà un pont d'or. McDavid, Matthews, Marner, Nylander, Patrick Lane qui a fait la grève, il est venu s'entraîner ici. On leur offre déjà, à leur 4e année de NHL, un pont d'or à long terme pour pas qu'ils soient tentés de partir, puis qu'ils soient, lorsqu'ils seront agents libres avec compensation, à 25-26 ans,
qu'ils ne soient pas tentés de partir sur d'autres cieux parce qu'on les aura frustrés avant. D'accord, on est d'accord. Mais là, tu nous vends du rêve parce que c'est des 6 millions, 7 millions, 8 millions, 10 millions, etc. C'est des sommes astronomiques. En Suisse, on ne gagne pas ça. Qu'est-ce qui se passe en Suisse, justement, alors? La différence, elle est pareille? Bon, ce qui est intéressant en Suisse, c'est que là où il y a un problème, c'est dans la répartition des salaires. Un problème, je ne sais pas, mais où certains dirigeants, Lausanne et Berne en particulier, dénoncent cette structure de salaire. En NHL, on va regarder la déclaration de Marc Lutzy. On va regarder, elle est là, on va la montrer, regardez. Il parle du capitaine Simon Moser, une entrevue qu'il a donnée au Journal du Jura hier. Chaque sou qu'on lui donne est un bon investissement. À l'opposé des joueurs suisses de 3e ou 4e ligne qui font monter les prix parce qu'ils sont courtisés par d'autres clubs et Berne est obligé de rentrer dans la danse. Alors en Suisse, en NHL, les gros joueurs, des Simon Moser, l'équivalent de Simon Moser en NHL ou d'excellents joueurs suisses... Les attaquants top 6, les défenseurs top 4. C'est ça. Ils gagnent 6, 7, 8, 9, 10, 15 millions par année. Ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et on juge qu'ils méritent leur salaire, comme Simon Moser ici. Par contre, des gars comme Gaétan Haas, qui vient d'arriver, qui est un gars de 4e bloc, s'il joue là-bas, c'est 900 000. Sbiza, qui vient de signer, c'est 750 000. Donc, il y a des gars qui gagnent... Le rapport est de fois 10, fois 15, fois 20 entre les top joueurs et les autres. Ils sont dans le même vestiaire. Hein, ils font les mêmes entraînements, mais ici, en Suisse, le rapport entre les top joueurs... On va parler des Suisses, on ne parle pas des étrangers. Les top joueurs suisses et les gars de 3e, 4e bloc, il est de peut-être x2, puis même pas. Et c'est là que la structure de salaire peut être défaillante. Un bon joueur suisse gagne entre 500 et 800-900 000 maintenant, je pense. C'est à peu près ça, même si on dit que c'est pas vrai. On est rendu dans les 6, 7, 800 000 faciles, puis il n'y en a pas juste 10 dans le championnat, je peux vous le dire. Et puis les joueurs de 3e, 4e bloc, bien, des Walzer et des Schneeberger de ce monde, par exemple, des Nodari, à licence suisse, des Frick, des gars qui... Bon, c'est des joueurs qui sont en devenir, mais ces gars-là peuvent facilement obtenir des contrats de 3, 4, voire 500 000. Il y a des gars de 4e bloc en Suisse qui gagnent 500 000. Donc le raisonnement, c'est simplement que oui, il y a des stars qui sont payés très cher du côté de la NHL, mais le rapport est vraiment très important entre les stars, entre guillemets, et les autres, au niveau de la proportion salariale, ce qui n'est pas le cas en Suisse, et ce qui peut expliquer, Gilles, finalement, ce rapport avec des salaires élevés par rapport aux joueurs de premier bloc du côté de la Suisse. Mais est-ce que finalement, c'est le nombre d'étrangers qui pose problème, parce que ça donnerait plus de possibilités, on va dire, au club de prendre justement ces joueurs-là, ou bien c'est le style de jeu aussi en Suisse? On sait que par exemple en NHL, il y a beaucoup de power break, ce qui permet d'utiliser un peu plus justement ces top joueurs. Oui, ça va, mais les non, mais je sais pas, bons joueurs peuvent jouer plus ici en Suisse. Bon, on le voit avec Dernay. Ils ont 82 matchs. C'est ça. Non, moi, franchement, je n'ai pas l'impression que c'est vos 2-3 joueurs chers qui vous coûtent cher. Mais effectivement, c'est ces 3e et 4e lignes d'attaque qui coûtent sensiblement beaucoup trop cher par rapport à vos meilleurs joueurs. Parce qu'un Hoffman, j'invente, je ne sais pas, hein, qui gagne 800 000, il n'est pas cher. Il va vous faire gagner des matchs, il part sur des saisons à 25, 30, 35 goals. Je veux dire, c'est rien. Mais si vous payez 500 000 francs un ailier de 4e bloc qui va vous faire 7-8 points, peut-être faire 3 block shots dans la saison, du moins, ce serait aussi son travail. Effectivement, alors ça, pour 500 000, c'est quand même beaucoup trop cher. Pourquoi ils gagnent beaucoup, ces gars de 3, 4e bloc? C'est l'offre puis la demande. Il y a beaucoup de demandes, parce qu'il y a 12 équipes qui veulent avoir de la profondeur, donc ça passe par les joueurs suisses, mais il y a peu d'offres. Donc, on se dispute un paquet de joueurs, fait que le gars, il dit, il y a des gars de 3e, 4e bloc qui ont 5 offres sur la table. Finalement, il y a une surenchère qui s'installe. Et puis, si on veut avoir de la profondeur pour espérer gagner un championnat, ça te prend 4 lignes sur la glace. Tu ne peux pas jouer avec des juniors sur les 2 derniers blocs. Voilà. Donc, et les étrangers en Suisse ne sont plus les joueurs les plus payés d'une équipe. C'est terminé, cette époque. C'est fini, ça. Ça n'existe plus. Il n'y a aucune des 12 équipes où les étrangers sont les joueurs les plus payés. C'est les joueurs suisses. Exactement. Messieurs, on va devoir mettre un terme à cette discussion parce qu'on n'a qu'une heure d'émission et que 4 matchs. Je vais vous dire si on est peut-être en train de déborder un petit peu, mais c'est toujours passionnant. On aura l'occasion justement d'en parler. Pourquoi pas avec d'autres prismes. On va revenir à cette soirée National League. Ambry Davos du côté de la Wallachia avec un retour de Tverger dans l'alignement. 13e attaquant, il a joué un peu, notamment en supériorité numérique. Il n'a pas encore eu un gros temps de glace. Mais c'est Tedenby qui va ouvrir le score à 1-0 après 20 minutes de jeu. Davos, 5e minute de jeu et cette équipe davosienne. Ah oui, alors d'abord, habituez-vous au maillot. Hein. Donc Davos joue en blanc avec
avec des bandes vertes sur les épaules et Ambry en vert et bleu. Voilà, vous faites un choix. Mais c'est plutôt pour parler des étrangers de Davos. Tiens, on parlait des étrangers. C'est peut-être plus les joueurs les mieux payés, mais en tout cas, Gilles, du côté de Davos, ils font le job cette année. Ah oui, effectivement. Mais on voit très bien là sur ce joueur-là qui descend, il va vraiment défier le gardien. Il lève 2 fois la tête. La première fois pour voir ce qui se passe, il contrôle son puck, il descend encore quelques mètres, il regarde, il fait une feinte de shoot, il part sur son revers. Donc il fait exactement ce qu'il a envie de faire. Moi j'aime bien, c'est ces joueurs qui descendent, qui défient les gardiens puis qui restent lucides. Là, parce qu'en fin de compte, marquer des goals comme ça, c'est pas sorcier, il faut juste rester lucide. 9e but de la saison, 7e but en 6 matchs pour Ted Unby. En deuxième période, le show quasiment offert va commencer, puisque c'est lui qui va égaliser pour Ambry Piotta. Futur biennois, c'est offert. Il va bien aussi au niveau des statistiques. Une bonne acquisition. Un joueur de 3e, 4e bloc qu'on a payé assez cher du côté. Un bon exemple de ce qu'on disait. Un bon petit joueur que j'aime bien, c'est un Autrichien qui est payé en net d'ailleurs, parce qu'il n'a pas la nationalité suisse. Lui, c'est un gars qui a bien négocié son contrat. Et puis qui va. C'est ce genre de gars, c'est un joueur de 3e, 4e bloc de profondeur qui va payer. Ouais. Qu'on va payer assez cher. Rantakari, encore une fois, c'est un étranger qui fait la différence du côté de Davos. Et puis ça sera le cas également, 37e minute de jeu, Rantakari, avec un beau shoot qui peut battre Manzato dans la cage ce soir du côté d'Ambry. On va voir Rantakari. Puis si vous aimez les jolis buts, Lindgren aussi, ça sera une belle pièce de jeu qu'on va voir d'ici quelques instants. Steve, Lindgren, qu'on pensait peut-être même fini pour le hockey sur glace. Et qui, bravo, super chaud. Ah, c'est incroyable. Il faudra qu'on m'explique encore une fois pourquoi ils sont allés à la vidéo pour ce but-là. Parce que c'est clair, net et précis que c'est un but. Quoi. Mais bon, ce soir, encore une fois, la vidéo. Mais Lindgren, Davos a réussi à aller chercher 3 étrangers. Il y a un étranger qui ne fonctionne pas, mais pas du tout. Aren Paluja, ça marche pas, mais tout le reste à Davos, Raffiner a fait des bons choix. Ouais, bon choix de la part de Raffiner et puis Hofer qui va marquer le seul but de la 3e période. Ça ne sera pas suffisant pour Ambry Piotta qui va s'incliner ce soir malgré 44 shoots. 44 shoots. Le succès de Davos aussi, messieurs, c'est que l'année passée dans la cage, il y a un gardien qu'on disait, c'est très bon, mais qui a vraiment connu une saison cauchemardesque. Puis cette année, là, on se disait, Gilles, ça va être difficile quand même pour les gardiens, notamment à Davos. Il prouve le contraire. Ouais, effectivement, avec une légion étrangère qui tient la route et un gardien et un jeu de puissance qui fait pas défaut, vous êtes dans le ventre mou du classement sans quasi rien faire. Donc effectivement, les choix de Davos, mais il ne faut pas oublier, là, je rigole un peu, mais Davos, c'est une équipe, ça bosse. Mais est-ce qu'on peut parler du changement d'entraîneur de coach des gardiens, Steve? Oui, l'histoire, c'est que Van Pottelberger est allé à Cloton parce qu'il ne s'entendait pas très bien. Il est parti de Davos pour aller à Cloton. Pour aller à Cloton parce qu'il ne s'entendait pas du tout. Avec l'entraîneur de gardien de Davos. Moi, je sais de source sûre que l'objectif était de ramener Van Pottelberger à Davos. Le premier geste que le nouveau directeur sportif a fait, la première journée qu'il est rentré en poste, ça a été entraîneur des gardiens, mouvement junior, et il a amené son entraîneur des gardiens. Et force est d'admettre que des fois, c'est des petits détails comme ça, mais pour la relation entre les gardiens et leur entraîneur, là, pour avoir été dans des vestiaires 25 c'est insupportable. Mais c'est essentiel. Et c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. Exactement. Ils ont leur coach personnel maintenant, ces gars. Et ça a été une très bonne décision parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne en effet du côté de Davos, on le verra aussi au niveau du classement. Et avant d'attaquer la dernière rencontre entre Berne et Genève Servette, messieurs, on va passer à notre sujet de la soirée puisque nous sommes allés rencontrer un certain Eric Fehr, nouvel étranger du côté de Genève Servette. C'est pas n'importe qui, il a un sacré pédigré, il a gagné les Coupes Stanley, il a joué avec les plus grands joueurs aussi. C'est un choix de première ronde. Absolument, 18e choix au total en 2003. On va regarder tout de suite ce sujet signé Pascal Eberhardt, Mélissa Varlet et Ashraf Al-Shorbahi. I'm very fortunate I got to play with some of the best players in the NHL over my career. I would say Sidney Crosby and Alex Ovechkin would be the 2 best players that I played with, and they're very different players. Obviously, one's a shooter, one's a passer.
they bring a different mentality to the rink, which is very interesting to watch every day. They both want to win more than anything, but they do it in different ways. So it was really cool to be able to see that up close and personal. I always wanted to play in Switzerland, and I'm not sure why. I think during the lockout I played in Finland, which was fun, but at some point in my career I always thought that I would end up in Switzerland. I think it's a beautiful country and it's a very good league. And the NHL off-season was very different this year. There was not a lot of movement, not a lot of guys signing, and I wanted to make sure that I could find a place to play where I could put my kids in school and just be settled in one city for the whole season. Pour nous, avec une équipe jeune, donc c'était un élément important là, pour un joueur étranger. Très bon au niveau des face-offs, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. C'est un joueur qui comme on dit, qui s'agençait bien avec le genre d'équipe qu'on avait. Donc une équipe un peu moins expérimentée, donc en même temps c'est un gros bonhomme aussi physiquement dans les coins, donc il est capable de faire sa place. C'est clair, c'est un style de jeu nord-américain et c'est quand même beaucoup basé sur son physique. Comme par le passé, il a beaucoup joué physique. Et sur les grandes glaces, il peut apporter, il peut créer de l'espace pour ses coéquipiers et apporter une facette de jeu qui manque peut-être en Europe, quelqu'un qui va au but. Trying to help the young guys as much as possible. We've got a really young team and some real young skilled players. So just trying to put some thoughts in their head, different things that they can do to prepare or do on the ice, and at the same time just try to lead on the ice. I try to play a little bit more of a physical role. Be hard to play against. I think giving it a good effort every night. Just try to lead by example that way. Un joueur qui pourrait être évidemment précieux dans le championnat, mais pourrait être très précieux aussi en play-off avec une pareille expérience, hein, Stéphane. Oui. Puis c'est un gars qui amène la sérénité. C'est bon aussi pour la confiance des jeunes. Il peut parler aux jeunes, etc. On dit que c'est toujours le terme, mais c'est un bon gars dans le vestiaire, qu'on dit. Donc, mais c'est aussi important d'avoir un bon communicateur puis un gars qui n'arrive pas là comme une diva, quoi. Plus rien à prouver à personne, hein? Quand tu n'as plus rien à prouver à personne, lui, il joue au hockey parce qu'il a envie de jouer au hockey. Il a fait de l'argent assez dans ses bonnes années. Il choisit de venir dans le championnat suisse, de ne pas aller en Finlande, de ne pas aller en KHL. C'est ça. Lui, il vient pour s'amuser, puis tu le voyais à l'entraînement quand il prenait des photos. Que la caméra soit là ou que la caméra soit pas là, je suis prêt à mettre ma main au feu. C'est plus ou moins toujours comme ça à l'entraînement avec lui. Et c'est des petits détails qui font une grosse différence. Et puis on va le voir d'ici quelques instants avec les images. Gilles aussi, un gros gabarit qui va se mettre devant le but. Et il y a un Simon Moser, il fait ça très bien du côté de Berne. Et on voit que c'est vraiment, plus que jamais, et on en a parlé pendant cette soirée, celui qui fait l'écran, là, qui peut récupérer les rebonds, peut-être un des postes les plus importants. Oui, effectivement, je crois qu'il connaît son niveau de compétence et où ça se trouve sur une patinoire. Ce n'est pas un joueur spectaculaire où j'ai l'impression qu'il va vouloir aller prendre le puck et faire des solos. C'est pas du tout son boulot. Par contre, comme on l'a dit, dans les coins et devant le goal, c'est là où ça se passe. Et je crois qu'il a juste tout compris. Puis c'est vrai qu'avec son gabarit, avec son allonge et de surcroît son expérience, là, il va faire du bien à servir toute la saison. Et les face-off Pas mal sur les face-off. C'est un hein. droitier aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup les droitiers en Suisse. Allez, messieurs, on replonge justement dans ce Berne Genève-Servette du côté de la Post Finance Arena. Il faut dire que tout avait très bien commencé pour Genève-Servette, avec un CP Berne qui balbutiait à ce moment-là son hockey sur glace. Et c'est Douai qui a marqué un fort joli but, un peu aidé, c'est vrai, par Eric Blum. Stéphane, pas forcément très à son affaire sur cette série. Non, mais la feinte de Douai, le calme de Douai, regardez, il va arrêter du puck là. Il y a un gars qui le presse sur le côté. Il va ramener son puck, il va battre Caminada. Deuxième gardien dans la cage ce soir. Caminada qui a pas eu, on va parler après, mais qui n'a pas eu un fort pourcentage encore ce soir. Arcobello, il connaît tout un week-end, Gilles. Il retrouve véritablement ses sensations, son sens du but et ses top shots. Ah ouais, effectivement, là, il retrouve un peu des couleurs, l'ami Arcobello. La petite passe d'Urvers, là, c'est pas une passe qui est tape-to-tape, comme on a l'habitude d'en faire, mais c'est un puck qui est mis dans l'espace. Ça va autant bien, souvent, même mieux. Et là, il fait un petit shoot du poignet. Là, effectivement, c'est sa spécialité. Il fait comme un petit coup punché. Hein. Il n'a pas fait pris beaucoup d'élan, mais c'est un petit coup resté comme ça. Là, ça part bien. Un petit coup punché, ça, c'est du golf. C'est du golf.
Ça marche aussi au golf. Ça me fait rire chaque fois quand il dit ça, le coup punché. Un partout après 20 minutes de jeu. Genève Servette qui va faire la course en tête pendant toute la rencontre. Finalement, on va se rendre en deuxième période. Regardez, paf, cette play, bim. Bah, tu parlais justement, l'engagement gagné. Wingles qui est lui aussi, son côté fort, et puis qui peut armer. Il l'avait déjà fait pendant la saison. Ouais. C'est Eric Fer qui a l'engagement, Steve. Mais encore une fois, c'est qu'Éric Fer, à l'engagement, il peut te battre de deux manières. Il peut te battre de vitesse et il peut te battre de force. Et en plus, quand tu perds ta face-off, tu as un joueur d'1,90 m, 100 kg en avant de toi à contourner pour te rendre au On avait 4 attaquants sur la glace, mais on n'était pas en power play. Non. Tu disais? Le but précédent, on avait 4 attaquants sur la glace, mais il y avait... C'était une fin de... en fin de tiers? C'était un powerplay. OK, parce que c'était pas indiqué. Arcobello, de partout. C'est lui, encore une fois, qui va égaliser. Mais Genève Servette va reprendre l'avantage, le 3-2. Grâce à Noah Rod. Schlegel. On va aller voir la vidéo. Et Stéphane, soyons honnêtes. L'écran 50 pouces, là, que l'arbitre fait signe. Et là, si on n'avait pas la caméra du haut, on n'aurait jamais pu prendre cette décision-là. Vous allez voir, on va vous montrer le ralenti depuis derrière. Voilà, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. Regardez. Tellement clair, facile, décision facile à prendre. On a la caméra depuis le haut parce que ça, c'est une décision. Si le puck est sur la glace, on a un angle parfait. Si le puck est dans les airs, il y a l'illusion d'optique. Mais si le puck sur la glace, c'est facile parce qu'avec la caméra derrière le but, on avait vu, nous, les gens qui ont suivi ce match, on a vu, c'était loin d'être évident. Et pourtant, là, on voit qu'elle est claire. On n'était pas sûr. On n'était carrément pas sûr. Il n'y avait pas une image qui prouvait qu'on était certain que le puck est touché, enfin, à la deuxième ligne. Là, en tout cas, pas de discussion. Là, c'est une discussion facile. Facile. J'aurais tellement aimé arbitrer aujourd'hui. Mais à l'époque, combien de fois je me suis fait caquer à avoir des images pas nettes et puis devoir prendre des décisions en me disant je sais pas trop, avec une caméra, on n'avait que la caméra derrière. Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. Il y a la caméra au-dessus des buts, il y a le 2+10, puis dans le monte. Bon. Puis on arbitre à 4 tout le temps, facile. Facile. Allez, c'était la séquence nostalgie de Stéphane Rochette, quoi qu'il en soit. On passe en troisième période avec l'égalisation du CP Berne, Tristan Chorvet. Waouh, parler de shoot. Là, Gilles Montandon, c'est un des plus beaux buts aussi. Là, il nous en met un, mais on voit le shoot de Chervet, la détermination qu'il met dans son shoot. C'est assez exceptionnel. Regardez, voir. C'est pas le meilleur angle, là, on le verra mieux depuis derrière. Mais là, je vous dis que le puck, alors il le slap, là. Là, on voit bien, là. C'est vraiment, c'est de la détermination comme ça. Puis effectivement, pour les gardiens, ça... il a dévié, il a dévié sur... Maureux. Oui, je pense. Il a été peut-être touché, en tout cas. Eric Fer, tiens, on en parlait, justement. C'est lui qui va redonner une nouvelle fois l'avantage à Genève Servette. Jonathan Mercier qui met le puck au but, un petit puck sautillon. Puis finalement, Eric Fer qui peut battre Caminada au but. Et pas Schlegel, c'était Caminada au but. Tous les matchs ce soir, à part Lugano et Zug, c'était les gardiens qui n'avaient pas joué hier soir. Ah oui, Robert Mayer qui se fait battre avec Calais Anderson. Un but évidemment frustrant pour Genève Servette puisqu'il ne restait plus que quelques petites secondes à jouer. Réalisation, Calais Anderson, le défenseur le plus en demande actuellement sur le marché, qui arrive en fin de contrat et là il peut offrir ses services. Mais c'est là qu'on voit que le hockey, c'est pas toujours rapide, vite. Le Calais Anderson, c'est lui qui vient chercher le puck juste après le face-off, qui le donne à son défenseur, lui fait un petit pivot, il se met gentiment en arrière et puis boum dedans. Et puis je veux dire, voilà, il n'a pas du tout été attaqué. Il faut prendre son temps quand on fait du sport, du hockey. Et 8 goals ce soir, durant 60 minutes du côté de la capitale. Et puis il faut bien sûr un vainqueur. On va se rendre dans les prolongations. Et il y aura une faute. Et du coup, Genève Servette, grosse faute de Robert Mayer dans la cage. Stupide. Il a fait trébucher un joueur qui passait devant lui. C'est vraiment une faute stupide de la part de Robert Mayer. Je crois qu'il a accroché Moser. Et finalement, c'est Moser qui va marquer le game winning goal. 4 contre 3. Est-ce qu'il est bon sur une torsion d'air incroyable? Et puis Moser, il mérite son salaire. Marc Cloutier l'a dit, regardez, ce soir, il fait gagner son équipe en prolongation. Mais les gardiens, ce soir, 85 % pour Caminada. C'est presque normal pour lui. À chaque fois qu'il est dans le but, c'est compliqué. McDonald a 2 assists aussi. Là. McDonald a 2 assists ce soir? Oui, une assist sur le but de Rod et une assist sur le but de Fer. Et début difficile pour lui. Et puis Robert Mayer, c'est du 86 % après une pénalité stupide. Mais puis Berne a fait du Berne, a bloqué 18 shoots. C'était pas une soirée de gardien, vous l'avez
l'avez compris. Alors, un point de gagné ou 2 points de perdu pour Genève Servette? On va écouter tout de suite la réaction à l'issue de cette rencontre de Noah Rod. Noah Rod, une défaite amère face à Berne. Vous avez mené 4 fois au score, mais vous perdez après les prolongations. Il y a des regrets aujourd'hui? C'est clair qu'il y a beaucoup de regrets. Quand on gagne le match à 40 secondes de la fin, on ne peut pas se permettre d'encaisser un goal. Et puis voilà, on aurait dû jouer un peu plus avec le cœur, bloquer les shoots. Et c'est ce qui nous a manqué ce soir. Et Berne, qui est une équipe avec beaucoup d'expérience, voilà, a fait les choses jusqu'à la fin. Puis ma foi, on apprend de nos erreurs, puis on va revenir plus fort. Vous avez fait 40 très bonnes premières minutes. Comment est-ce qu'on explique ce manque d'activité de votre part dans la 3e période où vous avez clairement subi le jeu du CP Berne? C'est pas un manque d'activité, c'est juste que voilà, quand on mène au score, c'est clair qu'on pense plus défensif et on va moins vers l'avant. Et Berne, le contraire, donc ils vont plus vers l'avant vu qu'ils perdaient d'un goal. Donc voilà, mais on n'a pas fait une mauvaise 3e période, c'est juste qu'on a joué plus défensif et puis on n'a pas réussi à tenir jusqu'à la fin. Merci beaucoup Noah. Voilà pour cette réaction de Noah Rod à l'issue donc de cette défaite de Genève Servette après prolongation sur le score de 5-4. On va passer tout de suite aux 3 étoiles de la soirée. Ouh, il y a eu des doublés ce soir, ça a été difficile. On a pris les étoiles, on les a achetées en l'air et hop, elles sont retombées comme ça. Et la 3e étoile est retombée sur la tête de Yannick Heron. C'est pas mal, c'est quand même... non, Yannick Heron, bah oui, mine de rien. C'est un joueur qui est très, très talentueux, mais qui est malheureusement sur le courant alternatif. Tu le vois pas pendant 3 soirs, puis tout à coup, un soir, il est flamboyant. Puis quand il marque des buts, c'est souvent des beaux buts. Il a un shoot redoutable, il a un coup de patin. Il est juste un peu frileux, je pense, parce que c'est vraiment un bon joueur. Quand on était le chercher à Lausanne, on comptait sur lui pour devenir une grande vedette du club. Malheureusement, on voulait s'en débarrasser au début de l'année. On l'a gardé, il ne fait pas du mauvais boulot cette saison. Fabio Offert, 2e étoile finalement à Gilles Montandon pour la soirée. Fabio Offert, bah oui, mine de rien, du côté d'Ambry, Tsverger, ok, il revenait de blessure, Sabolic aussi blessé. Il faut bien quelqu'un qui marque des buts aussi. C'est souvent lui, finalement. Oui, effectivement, il fait son bonhomme de chemin. Là, je crois que pour Bienne, s'acquérir les services d'un gars comme ça, ben là, ils ont un système de scouting qui est assez judicieux. Et puis, effectivement, il marque des goals, il est pas spectaculaire, mais je veux dire, beaucoup d'abnégation, il va jusqu'au bout. Oui, il y a une bonne filière, en tout cas autrichienne. Oui, c'est un bon club école, Ambry. C'est ce qu'on a vu. Plus besoin de Ligue B. Marc Arcobello, 1re étoile, puis il collectionne les étoiles finalement Steve ce week-end. Ces 2 matchs, 4 buts. Là c'est Lugano qui fait comme ça là. Tiens, je me frotte les mains, tiens. On l'a peut-être eu moins cher qu'on croyait. Moins cher que Spooner, c'est ça? Oh non. Je sais pas qui l'a amené à l'aéroport, Spooner. Mais bon, ça c'est une autre question pour un autre soir. Mais moi je suis content pour Berne qu'Arcobello revienne parce que des playoffs sans Berne, pas la même chose. Ça prend une équipe à haïr un peu en Suisse romande. Ça prend une équipe qui amène la compétition. Puis si Lausanne finit haut et que Berne finit bas, peut-être qu'on aurait un premier tour Lausanne-Berne. Ça serait assez intéressant, je pense. Mais c'est vrai que Berne titube un petit peu cette année. Ils ont une bonne équipe sur le papier. Oui, on a perdu Gaétan Haas, mais on a gagné Praplan quand même. Là, on a des invisible un peu, Praplan. Praplan, il est sur le courant alternatif. Il y a eu des bons, des moins bons moments. Il a laissé ses jambes. On a Beat Forster en défense, pas Forster, mais Beat Gerber en défense qui n'est pas là depuis un moment. Kruger qui est blessé. Mais on a été chercher un nouvel étranger. Donc à Berne, quand il n'y a plus de sous, il y en a encore. Mais c'est une équipe qui est nettement en dessous de ce qu'on peut attendre d'elle. L'année passée, c'est une équipe dominante. C'est quasiment la même cette année. Sauf au but. Sauf au but. On risque d'en reparler encore et encore parce qu'il y a de belles soirées évidemment de National League qui seront à suivre sur MySports. Mais avant cela, on va récapituler les résultats de cette soirée et de ces 4 matchs qui ont été serrés jusqu'au bout, de rencontres qui se sont terminées après prolongation. La victoire de Berne, notamment face à Genève Servette, et celle de Lugano face à Zug. Fribourg qui s'impose 3-2, la seule victoire à l'extérieur de la soirée. Celle de Davos face à Ambry 3-2, là aussi. On va passer au classement, c'est ce qui nous intéresse, messieurs. Avec les ZSC Lions, toujours leader, 4 points d'avance sur Bienne. Genève Servette qui complète le podium. Lausanne qui reste 4e. Lugano qui, là aussi, a le même nombre de points, 24 points. Rapperswil assis sur la barre. Il y a 1, 2, 3, 4 équipes à 1, même 5, avec 3 points d'écart. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est Davos. Regardez Davos. 21 points, 11 matchs seulement disputés, 6 de moins que Genève, 5 de moins que les ZSC Lions.
5, ça bon, fait... bien. Écoute, il y a des équipes surprises. 5, 3 fois 5, ça fait 15, ça fait 36. Virtuel leader, finalement, Davos. Vu comme ça. Bah, vu comme ça, mathématiquement. Mais qui aurait cru qu'après 15, 16, 17 matchs, Genève, Davos, Rapperswil soient devant Berne, Fribourg éventuellement? Éventuellement. Non, ils sont devant Fribourg. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une surprise qu'il soit devant Fribourg. Mais en tout cas, devant Berne. Wow. Rapperswil, oui. Rapperswil, c'est la surprise. C'est une grosse surprise. Mais ça ne va pas tenir, à mon avis, beaucoup moins. J'ai plus de peine, mais Genève... Rappelle-toi que tout est enregistré. Hein. Je sais, mais Genève se dirige allègrement vers les playoffs. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse baisse pour ne pas faire les playoffs. Langnau déçoit aussi. On oublie souvent de parler de Langnau parce que personne ne veut parler de Langnau, mais... Ben, on en parlera lundi, Langnau, parce qu'ils joueront lundi, hein, la magie du calendrier. Puis Zurich, qui jouera demain. Ça sera le rendez-vous à 15h40. On arrive à la fin de ce back-check. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Gilles. Merci, Steve. Stéphane, rendez-vous mardi. Mardi. Absolument. Bon pied, bon oeil. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Profitez bien de la soirée. Mais oui, on peut dormir une heure de plus. Allez, bye-bye, à mardi. Ciao, ciao.